Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en dehors de l'actu, une vidéo vieillerie, une vidéo à froid. Je suis avec mon ami Vincent. Salut Vincent, comment ça va? Salut, mon Boris, ça va bien? Ben Ça oui, va. ça va toujours quand t'es dans les parages. On sait qu'on va parler vieillerie, on sait qu'on va parler jeux qui sont sortis des écrans radars et qui pourtant continuent d'avoir une place sur nos tables. Et c'est d'ailleurs complètement la thématique du jour, puisqu'on va parler de jeux qui ont au moins 20 ans d'âge. Hein. On est en 2025, donc des jeux qui sont sortis en 2005 au plus tôt, et pourtant qui continuent pour nous d'être tout à fait pertinents aujourd'hui, d'avoir complètement leur place dans le paysage ludique. Certains, on va le voir, ont eu quelques rééditions récentes, mais il y a aussi plein de jeux qui sont restés comme ça dans leur édition originale, sont parfois très moches, hein, avec le poids des années, mais en termes de gameplay, ça reste des perles à nos yeux. Toi, j'imagine qu'en tout cas, le poids des années, c'est pas du tout un critère pour toi, qu'au contraire, qu'un jeu ait 20 ans, ça va peut-être davantage attirer ton attention, éventuellement. Oui, exactement. En fait, c'est certain que la dynamique dans laquelle les jeux étaient designés il y a 20 ans correspond peut-être un peu plus à mon style de jeu, au sens parce que c'est plus interactif, il y a plus de contrôle laissé entre les mains des joueurs, il y a moins de mécanique de rattrapage, je peux me permettre de le dire comme ça. Puis aussi, ben, les mécaniques en tant que telles, là, on peut parler de mécanique d'enchère, par exemple, qui était hyper populaire, mais qui aujourd'hui sont peut-être moins appréciées parce que ben, justement, ça demande aux joueurs de prendre un peu le taureau par les cornes puis se dire, ben écoute, je pense que ça vaut tel temps. Est-ce que je le sais immédiatement? Non, je vais le savoir après quelques parties. Mhm. Euh, donc pour moi, en fait, tout dépendant des nouveautés. Comme là, tu vois, on avait parlé justement ensemble de. Je t'avais demandé si tu avais joué à Agent Avenue, puis tu vois, celui-là, il m'a vraiment, vraiment tombé dans l'œil. Mais dernièrement, c'est ça, je pense que cette année, j'ai joué à. Je pense que j'ai joué à un jeu, deux jeux qui dataient de 2024. C'est tout. Par contre, les jeux qui ont marqué ton année 2024, c'est plutôt des jeux plus anciens, et on va en parler maintenant. On va profiter du fait d'être en début 2025 pour aussi prendre du recul sur ces jeux qui ont marqué 2024 en ayant pourtant au moins 20 ans d'âge. De quel jeu tu as envie de nous parler en premier, Vincent? Ben écoute, j'ai un petit concept en fait pour toi, Boris. J'ai envie de te présenter une compagnie que j'admire beaucoup, qui a démarré en fait dans le début, fin des années 80, début des années 90. Euh, les premières copies de leur jeu, c'était dans des boîtes de vidéocassettes. Puis c'était fait maison. C'est des gens qui commençaient avec des petits jeux en fait très très légers. Et puis tranquillement, ils ont commencé à mettre la main à la pâte puis à avoir des jeux de plus en plus consistants. Et aujourd'hui, cette maison-là est reconnue en fait pratiquement mondialement dans le monde du jeu comme étant une maison d'édition de référence pour les jeux de gestion de ressources, les jeux bien costauds qui peuvent devenir très 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 méchants. Il s'agit de la compagnie Splotter Spellen. Ouais, Euh, qui est bien donc, connu, hein, des amateurs de jeux experts, mais qui effectivement, on est dans la niche de la niche, quoi. Surtout au départ, hein, comme tu l'as dit, c'était très indé, très à l'ancienne, des jeux assez chers aussi, parce qu'ils sont tirés à très peu d'exemplaires et que du coup les coûts de production sont assez élevés. Et aujourd'hui, ils commencent un tout petit peu, de par leur reconnaissance, à avoir droit à des éditions un petit peu plus quali. On sait que Bus est revenu récemment, moi je l'ai découvert de cette façon-là, et que Food Chain Magnet aussi a eu droit à sa deluxification par Lucky Dog Games. Mais toi, c'est pas de ceux-là dont tu vas nous parler, Vincent, c'est de Splotter, un peu moins connu comme à ton habitude. ouais, exactement. Puis des titres qui, deux d'entre eux, deux sur trois vont être quand même assez euh, difficiles peut-être à les récupérer sur le marché de l'usager, mais quand même garder l'œil ouvert parce que la compagnie cherche à toujours rééditer ses nouveaux jeux, Tout à fait. dont le troisième que je vais vous présenter. Présentement, ils sont en train de prendre les précommandes pour la nouvelle édition. Puis je vais expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait une nouvelle édition qui est pas du tout à leurs habitudes, on va le dire comme ça. Souvent,
les viewers et viewers vont parfois se plaindre que les jeux qu'on présente sont plus accessibles, sont difficilement trouvables, etc. Alors oui, un des buts de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir des jeux et de potentiellement vous les faire acheter parce qu'on pense qu'ils sont bons, mais au-delà de ça, vous pouvez y voir comme un moyen de découvrir des nouvelles mécaniques, des nouvelles expériences, de jouer aussi par procuration en nous entendant raconter pourquoi ces jeux sont importants pour nous, pourquoi ils nous font vibrer. Donc, c'est pas uniquement des guides d'achat, en tout cas pas seulement. On n'est pas là pour vous pousser à la consommation, on est là aussi pour partager tout simplement notre passion et des découvertes et d'explorer ces jeux vraiment antiques pour comprendre ce qu'ils apportent de différent par rapport à la tendance actuelle qui, comme tu l'expliquais, dans laquelle on se retrouve pas toujours. Ouais, puis aussi, je pense que c'est important que on comprenne qu'au final, l'important du jeu, c'est pas nécessairement de posséder le jeu, mais d'avoir une expérience autour de la table. Des fois, je suis obsessif, là, donc je peux payer des sommes assez faramineuses pour aller récupérer un jeu X, Y, Z parce que je veux absolument l'essayer. Le contexte fait en sorte que je suis au Québec, donc moins accessible. Si j'étais aux États-Unis ou en Europe, par exemple, peut-être ce serait différent. Mais ça reste quand même que quand on va dans des conventions, quand on va dans des salons de jeux ou peu importe, il y a souvent des. Comme par exemple à SN, ben il y a un boot qui est littéralement pour les jeux, ces ventes de jeux usagés. Il y a aussi des endroits où est-ce qu'on peut jouer à ces jeux-là, des gens qui ont une expérience, une connaissance ludique phénoménale, qui nous présentent ces jeux-là. Donc, c'est aussi un endroit, une opportunité pour les joueurs de tester avant d'acheter. Faites ça plutôt que. Moi, je suis l'exemple à ne pas suivre, dans le fond. On va commencer par celui qui est d'actualité. Hein? Parce qu'on a l'As Bah oui, l'actu chaude, toujours. Exactement, il y a l'As d'or qui se passe à Cannes, puis j'ai envie de vous parler justement du jeu Cannes Star Scripts and Screens. Wow. Et là, on peut constater le lait du jeu. Et ce qui est incroyable de ce jeu-là, c'est que malgré qu'il soit horrible, il est excellent. Cannes, en fait, ce que c'est on est des producteurs de films et notre but, en fait, c'est d'aller récupérer les ressources pour produire d'autres ressources qui vont nous permettre de produire un film et ensuite de ça, le présenter à Cannes, récupérer de l'argent par la présentation. Ce qui est vraiment malin du jeu, premièrement, c'est que tu joues au jeu et automatiquement, je sais pas pourquoi, mais le jeu vient s'imbriquer hyper facilement avec le thème. Ça aurait pu être vraiment n'importe quoi, mais je comprends pas comment est-ce que ce jeu-là a réussi à imbriquer ce thème-là par le biais d'une mécanique qui est habituelle des jeux de train. Parce qu'en fait, on va créer un réseau, en fait, on va développer notre réseau personnel qui va nous permettre d'aller sur différentes tuiles. Ces tuiles-là vont nous donner des ressources. Par exemple, on peut avoir des petits chips d'ordinateur, on peut avoir de la bière, on peut avoir des personnes, donc des espèces de figurants. Et lentement mais sûrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des nouvelles tuiles qui vont être de couleur verte claire. Et ces tuiles-là vont nous permettre de faire une transition. Fait que par exemple, si j'avais 2 figurants, ben, je serais capable d'avoir une excellente actrice. Et si j'ai deux chips d'ordinateur, ben, je suis capable d'aller me chercher un ordinateur qui va me permettre de pouvoir développer des effets spéciaux. Et là, par la suite, ben, je pourrais, par exemple, aller faire un film, un film d'action avec les effets spéciaux et l'acteur, l'actrice super intéressante. Et finalement, ça me permet de produire ce film-là que je vais envoyer à Cannes. Il y a non seulement une notion de montée en puissance dans l'assemblage de différents éléments de bas niveau pour en faire des niveaux plus élevés, mais après, il faut encore avoir cette notion de réseau pour faire transiter ton produit jusqu'à sa destination. Okay. Ce qui peut devenir vraiment tendu dans le jeu, c'est que nos bâtons, on n'en a que 5. Et ces bâtons-là, en fait... Oui, c'est ça, exactement. Donc, on n'a pas le choix. Il faut déplacer nos bâtons de façon très, très, très stratégique pour éviter de se retrouver un peu à la merci des autres joueurs parce qu'il ne peut qu'y avoir un seul bâton, un seul réseau
par arête, par côté, dans le fond des tuiles. Donc, à un moment donné, ça peut devenir vraiment, vraiment cochon parce que tu choisis volontairement de déplacer tes bâtons pour bloquer un autre joueur parce que tu le vois que clairement ce joueur-là s'enligne pour aller produire le même film que toi et toi tu veux le vendre avant lui pour avoir un meilleur montant. Mais il y a aussi l'idée que, puis là on le voit super bien, il y a des cigares. Ces cigares-là, ça fait partie un peu du réseau que l'on possède automatiquement. Donc du moment que mon réseau est connecté à des cigares, ben tant mieux, c'est un réseau qui est commun à tous un chacun. Mais ça veut pas dire qu'ils vont apparaître. Parce que l'autre chose aussi, c'est que le jeu, la structure du jeu, c'est qu'on va piger des tuiles et on va les déposer sur le plateau en fonction de notre on le place comme on veut. Il faut évidemment que ce soit adjacent à des autres tuiles. Mais c'est très, très, très facile de devenir très vicieux. Dans ma partie, par exemple, une des dernières parties que j'ai faites, ben, les deux tuiles qui nous permettaient de poser des cigares sur la table étaient placées complètement en fait en haut. Et il n'y avait qu'une seule connexion qui était possible. Et il y avait un joueur qui décidait de garder volontairement son bâton là pour éviter que les joueurs ait la possibilité de placer des cigares. Ou que lui, il les place selon son bon désir. Mais là vient aussi l'idée qu'il y a d'autres tuiles qui sont folles, qui sont vraiment incroyables. Des tuiles, en fait, roses qu'on peut voir à l'écran. Ce sont des tuiles euh, party, party de stars, party de célébrités. Hmm. Et pour entrer dans un party, qu'est-ce qu'il nous faut habituellement? Faut une entrée VIP, faut être assez célèbre, je sais pas. Exactement, Ah. il faut une invitation. Et là, tu le vois très très bien sur la tuile où est-ce qu'il y a les deux bâtons jaunes, la tuile rose. Il y a une petite lettre. Et c'est le seul moyen pour entrer dans dans ce party-là. C'est la seule entrée possible, c'est par ces lettres. Et la seule sortie possible, c'est par les lettres. Ce qui fait en sorte qu'une fois que tu es dans le party, c'est en fait un réseau qui est illimité. Et là, une fois que tu rentres dans le party, tu peux sortir ailleurs de façon complètement gratuite. Là, au Ok, c'est sens le parce que, privilège des VIP, quoi. évidemment, bon, t'as un téléphone cellulaire qui connecte deux tuiles en fait de téléphone cellulaire. C'est plus une mécanique particulière, vraiment unique, funky comme ça, qui rend le jeu hyper substantiel. Les règles sont très très simples, il n'y a rien de complexe, mais c'est l'assemblage que les joueurs font. C'est la réflexion du long terme, où est-ce que je me situe, comment est-ce que je dépose mes trucs, c'est quoi les échanges que je vais faire pour aller chercher le plus vite possible les ressources dont j'ai besoin. Mais c'est aussi en fait de se rendre à Cannes le plus rapidement possible parce que le jeu est très 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 rapide. On parle de peut-être là, si on produit quatre films dans une partie, c'est énorme. Donc, on va en produire peut-être deux ou trois tout au plus. Donc, l'idée, c'est de voir où est-ce que les autres joueurs sont et comment est-ce que je peux accélérer la fin de la partie. Hmm. Cette partie, en fait, la partie se termine quand on a déposé toutes les tuiles sur la table. Donc, il y a aussi cette idée-là que je peux peut-être accélérer la partie, déposer le plus de tuiles possible un peu partout, un peu rendre ça bordélique pour empêcher les autres joueurs d'aller chercher les ressources qu'ils ont besoin pour produire le film. Ça a l'air extrêmement thématique, hein, tout ce que tu décris fait sens dans l'écosystème que le jeu reproduit. Puis toujours, chez Splotter, on a ça dans Food Chain Magnet aussi, hein, de façon assez cynique, quoi, je trouve, sur... Enfin, il y a un commentaire, en fait, sur cet univers-là. Et puis, c'est intéressant aussi de représenter l'aspect production et réseautage du cinéma de manière physique, quoi. C'est un truc auquel on pense pas trop. Et moi, je fais forcément... je me sens forcé de faire le parallèle avec... un jeu qui a plusieurs noms de Knizia, mais moi je l'ai sous le titre Hollywood Golden Age, mais je crois qu'il s'appelle aussi Nightmare Factory, ou enfin voilà, il a été édité sous plein de noms différents, qui est un jeu d'enchères beaucoup plus simple en fait, et beaucoup plus unidimensionnel dans la façon dont il représente le cinéma, où on récupère des acteurs, des actrices, des costumiers, des compositrices, et on les assemble sur des petites plaquettes pour faire des films. Mais ici, je vois qu'il y a une dimension beaucoup plus complexe
est beaucoup plus directement interactive, même si dans les enchères, on peut se faire un peu des coups de Trafalgar, mais ici, je vois qu'on va beaucoup plus loin, et j'apprécie aussi que ça soit un jeu où on peut avoir une influence sur la durée de partie, et du coup, on est sur des parties d'une heure, 1 heure et demie, ce genre de choses. Écoute, nos dernières parties, ça dure 1 heure, là, ce jeu-là, là, à trois joueurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, c'est que on a la consistance d'un splotter, là, d'un food chain magnate, d'un boss, et peu importe, mais réduit en 45 minutes, 1 heure. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment un très très gros plus du jeu. C'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir un jeu de ce niveau-là qui est aussi consistant en Compact, très peu de temps. ouais. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais par rapport à la critique. Les gars de Splotter-Spellen, ce sont des gars qui sont très très très, c'est ça, des fois cyniques. Ils ont un jeu qu'ils ont fait qui s'appelle Greed Incorporated. Le jeu, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est on est à la tête d'entreprise. Et en fait, le but du jeu, c'est pas d'avoir le plus d'argent. C'est d'aller chercher le plus de matériel possible qui te font paraître riche. Donc, tu peux aller te chercher un jet, tu peux aller te chercher des voitures de luxe, tu peux même aller te chercher une secrétaire sexy. Le Office Decoration, donc tu l'as ici. C'est hyper cynique parce que l'idée, comment est-ce qu'on fait de l'argent dans le jeu, c'est qu'on va faire en sorte que notre compagnie fructifie. Et à un certain moment, on décide de couper complètement les cas. On coupe carrément la production. Et du moment que la production est en deçà de ce qu'elle a fait auparavant, alors à ce moment-là, on doit renvoyer des gens. On peut renvoyer le PDG, on peut renvoyer le DG, on peut renvoyer le vice-président. Et ce sont les joueurs autour de la table qui ont un parti pris dans la compagnie qui décident qui le renvoie. Et une fois que tu renvoies, en fait, le PDG, il part avec 40% des coffres de la compagnie. Le vice-président peut partir avec 20%, puis le PDG, c'est 20% aussi. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que tu peux, en fait, décider de t'auto-renvoyer, de dire « c'est de ma faute si la production n'a pas été aussi bonne. Je quitte la compagnie, je pars avec 40% des coffres. Désolé. » Puis, ben, la prochaine personne a beaucoup moins d'argent et se retrouve avec une compagnie qui est un peu à terre. C'est vraiment, vraiment cynique, mais c'est incroyable comme jeu. Négociation avec des enchères un peu particulières aussi, mais c'est toute l'idée en fait derrière le jeu qui, justement, comme tu dis, c'est hyper cynique. Tu sais, Food Chain Magnate, c'est du capitalisme sauvage, etc. etc. Et c'est ça qui est unique en fait dans les Splotters, c'est de voir comment est-ce qu'ils réussissent à incorporer certaines idéologies dans le jeu et qu'ils l'incorporent de façon, c'est ça exactement, c'est parodié, c'est... Avec un propos en fait, tout simplement, parce que il y a des jeux qui, sur le papier, ont un propos, mais qui, dans les faits, l'exécution est catastrophique. Ça, je pense que c'est une qualité rare chez Splotter, c'est d'arriver à faire se marier les deux pour que le commentaire et tout le côté satirique et en répondant avec ce qu'on fait, les actions qu'on fait dans le jeu. Je vais te laisser y aller parce que sinon on pourrait continuer comme ça. Bah, moi, je vais vous présenter un jeu vraiment d'ambiance, familial, très léger, mais qui a vraiment une histoire pour moi. C'est un jeu en plus d'un gars que j'aime pas trop, Philippe Despalières, qui est un des deux co-auteurs des Loups-garous de Tierce-Lieu. Mais par contre, j'apprécie énormément son jeu Objet Trouvé, qui est un jeu d'ambiance où on doit se faire deviner des trucs en utilisant des objets comme il en existe 1000. Celui-là, il est assez précurseur, il date de 2005 et tout tient non pas au concept du jeu en tant que tel, mais au contenu de la boîte et à la manière dont sont écrites les cartes qu'on va devoir utiliser. Donc c'est un jeu de 2005 que j'ai possédé plusieurs fois. J'avais une première version et puis il y a de la bière qui a été renversée sur les cartes et après pendant longtemps je l'ai plus eu et puis je l'ai retrouvé en brocante récemment et il y a vraiment cette saveur des moments passés en famille quand je retombe dessus. Ce qui est assez rigolo avec ce jeu, c'est les objets qui sont présents dans la boîte qui sont assez fous en fait. C'est-à-dire qu'on a une plume,
on a une brosse à dents, on a un galet, on a vraiment des objets du quotidien, mais qui sont très peu industrialisables en fait. Et donc il y avait presque un côté vraiment comme si tu avais pris des trucs que tu trouvais chez toi et que tu les avais mis dans la boîte, quoi. Et donc, bah, quand tu trouves des versions dans l'occasion, bah, des fois tu trouves des plumes qui ont typiquement 20 ans d'âge, tu retrouves le galet d'origine, mais parfois tu vois que les objets ils ont vécu, ils sont abîmés ou quoi, et moi en fait ça me dérange pas, je trouve ça limite plus joli et plus presque émouvant parfois. Donc on a ce petit personnage, on a un porte-clés, on a des jambes de poupée, hein, c'est aussi un truc d'époque, hein, on choisirait peut-être pas ça d'inclure dans le matériel aujourd'hui, mais il y a une règle dans le jeu qui te propose aussi, quand tu atteins certaines cases du parcours, parce qu'au fur et à mesure où on va marquer des points, on va avancer son petit pion sur le plateau, et ben quand tu atteins certaines cases, tu vas avoir des tuiles qui te disent, bon bah maintenant tu peux enlever certains objets qu'on a pris dans la sélection, et tu peux les remplacer par d'autres jeux qui sont dans la pièce. Et là aussi, c'est un truc absolument magique, surtout depuis que chez des enfants, tu peux aller chercher des jouets, des ballons, des bricolages, des trucs qui ont vraiment une histoire et les utiliser dans l'expérience de jeu. Et je trouve que c'est l'un des jeux les plus créatifs que je connaisse, non seulement par ce gameplay-là, par ce côté très ouvert des objets où en fait on pourrait prendre presque n'importe quel objet qu'on a chez soi, ça fonctionnerait aussi, et le jeu nous invite en plus à faire ça. Et puis, l'autre côté extrêmement créatif, et là je reconnais ça à Philippe Despalières, c'est l'écriture des cartes. Les choses qu'on doit faire deviner, il y a peut-être 200 cartes dans la boîte, et il y en a certaines qui sont extrêmement basiques, hein, mais il y en a parfois qui relèvent d'un niveau d'écriture absolument fou et qui nous force à aller dans l'abstraction de manière très poussée. Par exemple, si j'en ai pris une au hasard, Bibliothèque pour tous, donc on a à chaque fois 6 propositions, on a des petites cartes de vote, on va les mélanger, on va tirer une au hasard, et elle va nous dire le numéro qu'on doit faire deviner aux autres, et puis les autres regardent en temps réel et votent avec leurs cartes pour essayer de deviner également. Bah là, avec Bibliothèque pour tous, j'ai 1. Un roman de gare érotique, 2. Un dictionnaire de médecine parallèle, 3. Un livre de cuisine chinoise, 4. Un roman policier sanguinaire, 5. Un livre d'art d'esquimaux, et 6. Un recueil de poèmes bucoliques. Et donc, voilà, on va pas se limiter juste à un nom et un adjectif, c'est des cartes qui vont évoquer des imaginaires, qui vont parfois aller piocher dans la littérature, qui vont avoir une trace de poésie en elles. Ici, j'ai de si jolies choses, une poubelle de restaurant à 4 heures du matin, un cendrier plein de mégots après un conseil d'administration houleux. Et donc, tu vois, c'est toujours des trucs assez complexes, volontairement très détaillés, mais qui vont du coup jouer sur notre interprétation de manière parfois beaucoup plus créative et moins terre-à-terre qu'un Dixit, par exemple, où on a une image, oui, certes, il y a plusieurs éléments à l'intérieur, mais on va avoir une forme de premier degré instinctif qui vient, et je trouve que c'est pas le jeu où on va le plus décoller dans des interprétations philosophiques. Et ici, l'écriture des cartes permet vraiment ça. Voilà, une autre carte qui s'appelle Dimanche, les oiseaux dans les branches regardent les humains. Une autre proposition, et la statue m'embrasse mais personne ne nous voit. Il y a vraiment une poésie qui se dégage des propositions, de la façon dont on manipule ces objets. C'est aussi un jeu très drôle, évidemment, parce qu'on se retrouve à faire des espèces de montages qui tiennent pas, etc. Et à se dire, mais bon sang, qu'est-ce que t'as bien voulu essayer de nous faire comprendre avec ça. C'est un jeu d'ambiance assez magique, à la fois comme il en existe plein, et qui en même temps est très unique. Et il a juste un défaut, c'est son système de score, qui est extrêmement frustrant, parce que par défaut, on va jouer les cartes le plus rapidement possible pour voter. Donc ça nous force un peu à se dépêcher, à pas trop prendre le temps. Et le système est extrêmement punitif. C'est-à-dire que si on est à 8 joueurs autour de la table et que j'ai mis ma carte en premier dans la pile, si j'ai raison, j'aurai 8 points, parce qu'on est 8 que je suis premier. Mais si j'ai tort, je fais moins 8. Je recule de 8 cases et c'est absolument énorme et c'est extrêmement frustrant. Et donc, soit
ça incite à se dépêcher beaucoup trop et on prend pas le temps de regarder ce que l'autre a à nous partager, soit ça incite au contraire à être frileux. Donc moi j'en ai fait je l'ai lissé un peu ce système de score pour en faire quelque chose de moins radical, même si évidemment c'est pas les points qui comptent quand on joue à ce genre de jeu. Mais voilà, c'est un jeu, je pense, éditorialement, on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Avec vraiment une brosse à dents, une plume dans la boîte, des trucs presque alimentaires ou périssables. Enfin, il y a un truc vraiment... je ne m'explique pas que ça ait pu sortir à l'époque en 2005, et je m'explique encore moins qu'on trouve des boîtes qui traversent les âges et qui ont encore les objets d'origine qui sont intacts. Je trouve ça assez fascinant en fait. Voilà, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce jeu-là. Je vois qu'il y a une version américaine, mais qui est pas du tout pareille, qui n'a pas les mêmes objets, etc. Moi, je suis très attaché au look et à l'écriture surtout de ces cartes-là. Je pense que ça serait difficile de les traduire. En fait, moi, j'en avais entendu. C'est un des favoris de Bruno Feduti, je pense. Et c'est pour ça, en fait, qu'il m'était tombé dans l'œil. Je trouve que il y a vraiment, vraiment quelque chose, comme tu dis, d'unique, qui raconte une histoire, en fait, puis qui amène aussi des souvenirs. Je pense que qui devient tout le temps, en fait, le plus gros défi dans les jeux, c'est de faire une expérience marquante qui va passer justement à travers le temps, qu'on va se rappeler. Puis souvent, bon, les jeux de party, c'est souvent, ça me fait beaucoup penser en fait à l'humour là, américain, où est-ce que par exemple, Cards Against Humanity ou toutes ces différentes versions, une espèce d'humour américain très punché, qu'on poursuit une blague après l'autre. Mais ce qui nous marque en tant qu'être humain, c'est quand il y a une connexion, puis quand en fait il y a une réflexion derrière. Puis ce jeu-là, justement, là, de voir, par exemple, la sculpture ou le truc que tu me présentes avec, je sais pas moi, la plume puis la brosse à dents pour me faire présenter que j'embrasse une statue alors que personne ne me voit, et que là, il y a cette espèce d'épiphanie, cette connexion-là, cette chimie entre toi et moi de faire « Wow, OK, comprends qu'est-ce que Boris vient de faire ». Et finalement, c'est exactement ça. Et il y a de quoi, en fait, de vraiment... qui amène des moments forts dans ces expériences-là. Puis surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que le jeu semble très, très bien s'adapter à plusieurs publics. Puis j'imagine aussi que ça doit être vraiment, vraiment drôle d'être avec des enfants là, de 7 ou 8 ans qui commencent à lire, puis tout ça, puis qui tombent sur justement le livre de recettes chinoises. Ouais. Et que là, où ils tombent sur quelque chose de complètement... qui savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais qui tentent quand même. Oui, voir quand même comment ils se débrouillent. Ouais, c'est vrai, ça peut être c'est un jeu qui pousse à l'expérimentation et comme tu le dis, je pense que c'est un jeu qui a ceci de particulier qu'il a moins mis au centre l'humour à tout prix. Et la gaudriole à tout prix, qui maintenant, on le sait, les jeux d'ambiance, il faut qu'ils soient percutants, il faut qu'ils aient un concept fort, etc. Et celui-là, il y a une vraie prise de risque, quoi. Vraiment, dans l'écriture des cartes, tu ne pourrais pas voir ça aujourd'hui. Et pourtant, on sait que c'est vraiment un truc qui est important, c'est l'écriture des cartes. Il y a des jeux d'ambiance qui sont complètement tombés à plat pour moi à cause de ces cartes qui étaient mal écrites. Fun Facts de Casper Lap, par exemple, qui a beaucoup de potentiel sur le papier. Le concept est bon, hein. On doit se classer autour de la table selon certains critères, essayer de deviner où se sont placés les autres par rapport à nous. Mais c'est les thématiques. Repoprod pour moi n'est pas du tout allé assez loin dans l'écriture de ces cartes, de ces thématiques pour avoir des situations qui vont être engageantes, qui vont soit être drôles ou parfois provoquer d'autres types d'émotions. Et ici on a un spectre très large et effectivement qui peut être intéressant autant avec nos grands-parents que des enfants, que ses potes, que ses parents. Et c'est ça que je trouve assez magique dans ce jeu-là. Tu me donnes envie d'aller chercher, c'est ça, cette vieille boîte-là là, dans les brocantes, puis de tester le jeu, là, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que dans le jeu aussi, c'est ça, c'est que la proposition, elle remet entièrement la responsabilité de l'humour, de l'ambiance entre les mains des joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus fait, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est souvent considéré comme un défaut, un jeu d'ambiance qui n'a pas d'humour, qui soit intrinsèque. Et en fait, moi, j'aime bien parce que, a priori, tu joues à ces jeux-là avec des gens que tu apprécies et le jeu peut très bien juste suffire de support
Et l'alchimie, elle va venir des interactions que tu suscites. Pour moi, c'est pas du tout un défaut de jeu d'ambiance, ça. Ben merci de le remettre sur mon radar. Là. Je pense que c'en est un que je vais bientôt me trouver sans faute. C'est un jeu de 4 à 9. Et en vrai, c'est aussi un jeu d'ambiance où il n'y a pas nécessairement besoin d'être un grand groupe. Hein. Tu peux y jouer à 4, ça reste amusant, parce qu'il n'y a jamais à chaque fois qu'une seule personne qui fait deviner. Donc si on est 3 à essayer de trouver, c'est suffisant. Et évidemment, si on est beaucoup, ça peut aussi être plus amusant, mais en même temps, tu auras moins l'occasion de faire ce rôle de personne qui manipule les objets qu'on a tous envie de faire. Là aussi, la durée de partie est à revoir. Hein. Je crois que le jeu de base, il nous dit de faire 18 cartes, mais quel que soit le nombre de joueurs, ce qui est absurde. Nous, on a juste fait des tours de table, et voilà, on s'adapte en fonction de la durée de partie qu'on a envie de fixer. C'est ça qui est bien aussi. Retour sur Splotter, et là, je m'en vais dans un autre spectre, en fait, l'extrême... de l'extrême contraire du spectre qu'on vient de visiter, c'est-à-dire le jeu de party. Je m'en vais dans un jeu expert, très, très, très casse-tête, très casse-couille aussi. Il s'agit de Antiquity. Ouh là là, oui. Un des Splotter originels, hein, si je ne me trompe pas, un de leurs premiers jeux. Enfin non, Cannes était antérieur, mais souvent on cite celui-là comme un des jeux fondateurs de chez Splotter, j'ai l'impression. Et tant que j'y pense, je sais que c'était un jeu qui était très important pour l'équipe d'Istari, hein, que moi j'affectionne beaucoup évidemment, et notamment chez Johan Levet, qu'on connaît aujourd'hui pour ses jeux de déduction, mais qui un temps était avant tout connu pour être l'auteur de Myrmes, hein, ou certains disent Myrms, ce jeu où on gère une colonie de fourmis, et il le décrivait comme une digestion d'Antiquity, comme une version un petit peu plus light et retravaillée d'Antiquity, donc c'est un jeu qui a vraiment marqué son temps. Antiquity, l'idée, là, c'est vraiment... Il y a une question, premièrement, de gestion de ressources qui est hyper tissée serrée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est le premier jeu, en fait, à proposer la mécanique où on doit nourrir, entre guillemets, ses ouvriers. Avant Agricola, qui est sorti en 2007. Exactement. Donc, c'est vraiment celui qui a proposé cette mécanique-là et ça l'a fait fureur. Et non seulement ça, c'est un des seuls jeux euro, en fait, que moi j'ai pu jouer, qui propose aussi l'idée qu'on ne gagne pas avec des points, mais on gagne avec des objectifs. Donc, c'est le premier qui atteint son objectif. Et non seulement ça, c'est que cet objectif-là, tu peux le choisir pendant la partie, mais tu pourrais aussi le remplacer pendant la partie. Et l'idée derrière le jeu, c'est qu'on va passer à travers plusieurs âges. Là, ils disent de 1050 à 1620 sur la boîte. Ça a très peu d'importance, là, mais on comprend que c'est un jeu en fait de civilisation qu'on va développer, qu'on va expansionner en fait son terrain. C'est quasiment comme un 3X parce qu'il n'y a pas d'extermination, sauf qu'il y a de l'élimination de joueurs mais cette élimination-là peut être faite par le joueur lui-même parce que le jeu propose au départ, ils disent, il y a deux mécaniques qu'on va écarter complètement parce qu'on a envie que vous exploriez le jeu tel quel, juste la gestion de ressources, puis tout ça, d'avoir du plaisir avec ça. Puis à un moment donné, quand vous êtes à l'aise, ajoutez une d'entre elles, par exemple la pollution, et jouez avec ça un petit peu. Et après ça, échangez pour l'autre mécanique, qui est celle que je ne me souviens pas, mais qui est aussi très vicieuse. Et finalement, une fois que vous avez bien compris le jeu, jouez avec les deux et plantez-vous solide. Et c'est pas une blague, c'est hyper difficile. Parce que je te parlais de pollution, par exemple. L'idée, c'est que plus notre ville s'expansionne, plus on crée de la pollution autour de nous. Et plus il y a de la pollution, plus on doit expansionner notre territoire pour aller récupérer des ressources. Donc, il y a comme cette espèce de cercle vicieux-là dans lequel on embarque. Et puis, le 25-30% du début de partie, ça se fait un petit peu chacun de son côté. Et puis, tranquillement, on s'enligne vers les autres joueurs, on vient empiéter sur leur terrain et c'est là que la chicane commence, que les frictions commencent les coups de couteau commencent à se faire. Et il y a quelque chose dans ce jeu-là qui est très difficile d'accès
mais qu'une fois qu'on a compris, qu'on a saisi, qu'on anticipe en fait les coups, ça devient hyper riche non seulement en interaction, mais aussi en gameplay. Parce que comme je te dis, c'est qu'il y a 5 différentes manières d'aller gagner la partie et ces 5 différentes manières-là sont radicalement différentes les unes des autres. Il y en a une que c'est bon, sur ton plateau personnel, tu dois avoir développé tous les types de bâtiments. Il y en a un autre où est-ce que il faut que ton réseau encercle tous les joueurs. Il y en a un autre, puis j'en passe, là. Donc, l'idée, c'est hyper difficile à saisir au départ, mais une fois qu'on y joue, qu'on joue encore et encore, ça devient vraiment intéressant. Puis le gros hic, c'est que le jeu dure très, très, très longtemps. Donc, il faut être capable d'avoir 120 à 180 minutes. Peut-être à 2-3 joueurs, oui. Je ne jouerais pas nécessairement à 4 joueurs parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette idée-là où est-ce que le jeu ne vient pas, le revers de la médaille ne revient pas souvent vers toi, au sens parce que les tours peuvent être longs. Mais à 2-3 joueurs, c'est un excellent jeu. Même, je dirais, à 2 joueurs, là, c'est une expérience qui mérite d'être jouée encore et encore. Là. Les joueurs qui veulent avoir ce genre de jeu-là, un jeu de couple, par exemple, vont vraiment, vraiment trouver vont vraiment trouver leur compte avec celui-ci. Il est difficile à trouver, évidemment. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Je pense que, par contre, ils sont en train de réfléchir à faire une réimpression du jeu. Et ça, c'est comme, encore une fois, là, c'est dans les eaux, là, dans les pourparlers. OK. Ben c'est ça, en fait, tu disais que tu as entendu beaucoup de personnes parler de ce jeu-là. Toi, en tant que tel, est-ce que tu y as joué? Est-ce que tu as pu tenter le coup à un moment donné? Ah ouais, non, Antiquity, j'y ai jamais joué. C'est un jeu qui m'intimide un petit peu. Hein. C'est ces fameux jeux où on sait qu'on va se planter à la première, voire à la deuxième, voire à la troisième. Et en même temps, pour ma culture ludique, je crois que ça serait intéressant, quoi. Mais voilà, du fait on en parle à chaque fois, hein, mais que je possède énormément de jeux et que à chaque fois il y a match entre les nouveautés qu'il faut essayer pour l'activité de la chaîne et puis les vieux jeux dans lesquels je me sens à l'aise et puis aussi les vieux jeux que j'acquiers parce que voilà, je discute avec toi, avec d'autres passionnés, je me retrouve aussi, il y a un peu ces 3 flux-là, et donc moi j'irais plus vers un jeu comme Cannes, où je sais que je vais pouvoir le sortir peut-être plus vite parce que il est plus rapide, parce que tu me dis qu'à 3 joueurs, ça le fait aussi, etc. Qu'Antiquity, vraiment, j'ai vraiment peur de cet effet de... Ok, bah c'est bien, le jeu, il est là, et puis il prend la poussière, quoi. Puis c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il propose fortement de commencer sans les 2 mécaniques que je te parlais, pour être capable de vraiment explorer le jeu, puis de découvrir, en fait, l'effet bac à sable. Parce qu'en effet, là, une fois que les deux mécaniques s'insèrent dans le jeu, après ça, ça devient vraiment, vraiment facile de se faire pourrir la vie. Puis je comprends définitivement là, l'enjeu qu'il y a de ce jeu-là, particulièrement le fait que ce soit un jeu difficile d'accès au niveau, bon, oui, au niveau du jeu, mais difficile d'accès aussi au niveau de l'acquisition. Oui, il y a cette dimension-là aussi, effectivement. Je crois que c'est un jeu qui mérite d'être essayé, mais dans un contexte où est-ce que tu vas pouvoir faire justement dire, OK, je m'assois puis je suis capable de faire, bon, 5 parties, une partie par semaine, quelque chose comme ça, puis on se donne la peine d'aller un peu fouiller, explorer un peu plus, lire sur le jeu, parce que c'est ça, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment très solide. Particulièrement pour... moi, je vois des amants de jeux euro apprécier vraiment ce jeu-là parce que, justement, tu as l'effet bac à sable de pouvoir explorer tout ce que tu veux. Comme si c'est quasiment, bon, tous les bâtiments te permettent un peu de briser les règles habituelles, là, un peu à la Puerto Rico là, avec les cartes. Ben là, c'est les bâtiments qui te permettent de jouer, manipuler avec les règles de base. Puis ensuite de ça, tu es capable de pouvoir gérer une forme d'engin là, en tant que tel pour t'enligner vers un des objectifs. C'est un jeu particulier, mais qui
qui je pense, quand on joue, puis quand on s'assoit, puis qu'on l'explore, vaut encore la peine d'être essayé aujourd'hui, malgré son look laid. Moi, je voulais parler aussi d'un jeu de monsieur Leo Colovini, sur lequel j'ai écrit un article récemment pour essayer d'analyser son game design. C'est aussi un auteur qui traverse les âges, hein, je trouve, parce qu'il a récemment fait en tant qu'auteur un jeu comme Old London Bridge, qui m'a vraiment marqué. Si on remonte à 2002, il avait déjà des propositions assez radicales. C'est un auteur qui a une patte un peu jeu abstrait, mais qui arrive à insuffler de l'âme dans le jeu abstrait et à y mettre un côté d'incertitude, de bluff, de frontalité, dans un genre qui d'habitude est dédié à l'information ouverte, au contrôle, etc. Et ici, il y a une part de chaos, mais je le dis vraiment dans un sens affectueux, que je trouve assez agréable et vivifiante, surtout pour un jeu de 2002. Bon, là aussi, c'est très très moche, hein, ce jeu, Clan. C'est un jeu avec une thématique préhistorique, mais bon, on l'a dit, c'est avant tout une sorte d'abstrait déguisé. C'est un jeu qui se présente comme ça, avec un petit plateau divisé en différentes zones. Et au sein de chacune de ces zones, on va répartir équitablement les maisons en début de partie pour qu'il y ait de tout partout. Donc voilà, qu'il y ait une maison rouge dans chaque zone, une maison jaune, etc. Et le tour de jeu est extrêmement simple. À son tour, on va déplacer une maison vers une case adjacente. Il n'y a pas vraiment de règles, on peut avoir du rouge sur du rouge, du noir qui rejoint du noir, et puis une fois que des groupes de maisons sont constitués, on a le droit de déplacer tout un groupe d'un coup. La seule restriction, c'est que si à un moment, il y a 7 maisons ou plus sur une même case, le groupe devient inamovible, c'est vraiment un village qui s'est installé, et puis évidemment, petit à petit, des villages vont être isolés. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec tout ça ? On a reçu une couleur secrète en début de partie. Et c'est là où je parlais de bluff, d'incertitude. C'est que tout l'enjeu de la partie, ça va être évidemment de marquer le plus de points possible avec sa couleur, mais en même temps de ne pas se faire griller par les autres, parce que sinon derrière ils vont savoir comment nous neutraliser et comment nous pourrir. Et donc il va falloir être subtil avec la façon dont on fait marquer des points à sa couleur, et parfois donner l'impression qu'on est déçu alors qu'on ne l'est pas du tout. Il y a très peu de règles, mais elles ont toutes vraiment leur importance. Il y a notamment le fait que si les 5 couleurs de maison se retrouvent sur une même zone, alors immédiatement elles vont toutes se neutraliser. On va neutraliser un exemplaire de chaque couleur. Du coup, on va peut-être chercher à provoquer ça. Si y a quelques couleurs en surnombre et que les autres sont en un seul exemplaire, on va provoquer ce qu'ils appellent un conflit dans les règles pour faire disparaître les couleurs qui nous arrangent pas. Mais laissez quand même planer le doute en laissant 2 ou 3. Il y a aussi l'idée que sur le côté, il y a une espèce de piste d'âge. En fonction de l'âge dans lequel on est, certaines zones vont être plus lucratives et d'autres vont devenir mortelles. Par exemple, on voit que dans la première période, ici, les zones, si on fait un village isolé sur une zone de forêt, on va compter, ça c'est la règle générale, on va compter combien il y a de huttes dans cette zone, et toutes les couleurs présentes au moins une fois vont faire un point. Donc j'ai fait un groupe isolé de 7 maisons dans lesquelles il y a du vert, du bleu, du jaune. Ces 3 couleurs vont marquer 7 points sur la piste de score parce qu'il y a autant de maisons. Mais là, on voit que si on est sur une forêt, on a un petit point bonus. Donc c'est intéressant. Et puis évidemment, quand on va avancer dans la partie, on va se retrouver avec des bonus de 2, de 3, de 4 points, voire de 5 points pour le dernier village. Mais en miroir de ça, on a aussi une zone mortelle. Une zone où, si jamais on fait un groupe isolé, on fait un village, bim, et ça va pas scorer du tout et toutes ces maisons vont être retirées du jeu. Et donc on a des points de bascule extrêmement forts où un village très lucratif peut finalement rapporter 0 en fonction de comment on infléchit son mouvement. Donc c'est un jeu assez méchant, assez violent de ce point de vue-là, et avec vraiment des retournements de situation, des coups de théâtre, parce que c'est très bien fait comment c'est réparti. On voit que la montagne, elle est au départ une zone mortelle, et puis qu'en deuxième période, elle devient justement la zone plus lucrative qui fait 2 points supplémentaires. Donc
il y a ce jeu comme ça de couleurs qui prennent la tête. On va essayer après d'en faire redépasser d'autres pour brouiller les pistes. On va parfois se mettre à jouer à découvert en emmenant un truc où il y a 3 couleurs qu'on suspecte étant adverses sur une zone mortelle. Mais derrière, évidemment, on va être identifié et ça va être plus difficile de parvenir à ses fins. Donc, c'est vraiment un jeu qui revisite pour moi le jeu abstrait comme ça, extrêmement simple, où à son tour on fait un mouvement, et qui y infuse du bluff, de l'incertitude, des coups d'éclat, des représailles, un aspect revanchard, et je trouve ça absolument brillant. Je trouve qu'il y a que Léo Colovini pour faire ça, quoi, pour marier autant le genre du jeu abstrait avec une dimension aussi humaine. J'ai joué à Clans, je trouve que c'est un jeu qui est fabuleux, qui est vraiment, vraiment, qui est puissant en effet dans sa proposition. Puis en fait, cette mécanique-là j'aime beaucoup en fait la mécanique là, de cartes cachées, où est-ce que justement en fait on a un agenda secret avec une couleur, puis tout ça, donc ça l'amène beaucoup, beaucoup, comme tu dis, cette incertitude, cette déduction. C'est de l'exploration aussi. Bon, j'essaie de faire tel coup, je regarde qu'est-ce que les autres joueurs comment est-ce que les autres joueurs vont réagir. Puis je vais faire un petit parallèle avec un jeu de Klaus Teuber qui est sorti, je pense, quasiment 10 ans avant, Wacky West, ou Dunter ou Drober, qui va utiliser une mécanique similaire là, avec l'idée que, bon, j'ai une couleur qui m'appartient et je veux en fait retrouver cette couleur-là le plus possible sur le plateau à la fin de la partie. Wacky West va le faire par contre avec des tuiles que tu apposes sur le jeu, et ça l'amène aussi son lot de réflexion, mais en même temps, plutôt que dans Clans, l'idée c'est de rassembler, alors que dans Wacky West, c'est d'éliminer en fait certaines zones. Parce que sur le plateau, tu vas avoir par exemple des zones rouges. Bon ben, tu le sais par exemple que si j'élimine une zone rouge, puis que ce n'est pas ma couleur, bon ben, je le sais que je désavantage un joueur autour de la table. Tandis que dans Clans, on est vraiment dans un opposé où est-ce que quand je fais un coup pour une autre couleur ou pour ma propre couleur, nécessairement ça va avantager les autres. Et donc, comment est-ce que je fais pour garder cet équilibre-là qui est fait plus minutieusement possible? Et c'est ça qui est intéressant de Clans, justement, comme tu dis, c'est l'aspect humain où est-ce que on va s'entraider jusqu'à temps que on réalise que rouge c'est ta couleur, parfait, on va commencer à en enlever parce qu'on le sait qu'on veut pas que tu gagnes, par exemple. J'ai fait des parties où jusqu'au dernier moment, tu es persuadé que c'est ça, que tel joueur est rouge, et puis en fait il était noir, et il l'emporte quand même parce que le rouge n'était à personne, parce que même si tu joues à 4, et pour moi c'est plutôt un jeu à 2, mais parce que à 4 il peut vraiment y avoir un peu trop de chaos à mon goût, mais même si tu joues à 4, il y aura une couleur qui n'est pas jouée. Et donc c'est intéressant, tu peux l'utiliser pour bluffer, faire genre que tu l'as fait monter, etc. Puis en fait, c'est pas toi. Et tu peux avoir vraiment des coups d'éclat comme ça en fin de partie. Et je trouve ça fou qu'un jeu aussi calculatoire, parce que sur le papier, c'est la seule information cachée. Tout le reste est ouvert, et au début, tu es un petit peu perdu dans les mouvements que tu vas faire, parce que tout est possible. Il y a vraiment énormément de possibilités, et puis c'est à mesure que l'espace se restreint que les coups deviennent vraiment cruciaux. Mais je trouve ça assez fou qu'en cachant juste une seule information, tu transformes complètement la façon d'appréhender ce genre de jeu. Puis j'avais oublié, oui, cet élément-là, qui a une couleur, en fait, qui est neutre, qui est vraiment, vraiment interpellant dans ces jeux-là, justement, d'informations cachées. Comme tu dis, ça l'amène un élément de surprise qu'on s'attend pas. Donc ça, c'est en effet là, une belle petite twist que Colovini a apporté. Puis je trouve ça dommage parce que c'est ça, Colovini, on dirait qu'il y a un petit peu, pas qu'il ralentit, mais on dirait qu'à cause de ses designs un peu plus excentriques, malheureusement, dernièrement, il a perdu un peu. C'est comme si
on le reconnaît un peu, on reconnaît un peu moins son génie, alors que pourtant, écoute, c'est un magicien, là. J'ai un jeu d'ailleurs de lui qui date de 2020, d'Icer von Santiba. Je sais pas si tu as joué, là, mais ça sort complètement de l'ordinaire. C'est un jeu, en fait, encore une fois, où est-ce qu'on joue avec l'information que les autres joueurs vont présenter sur la table. En fait, on veut récolter des ressources et il va y avoir un joueur actif et ce joueur-là, en fait, va décider quelles ressources il veut aller récupérer. Et tu vas devoir, les autres joueurs vont devoir choisir c'est quoi la ressource que le joueur en tant que tel veut aller récupérer. Donc, on a le choix entre 5 différentes ressources. Alors, par exemple, moi, je vais choisir le bleu. Toi, ton but, c'est de comprendre, OK, Vincent veut du bleu. Si tu mets le bleu et que moi je mets vert, par exemple, alors à ce moment-là, je récupère le vert et par la suite, je peux décider de faire du stop ou encore. C'est-à-dire, est-ce que je continue à aller prendre une autre couleur? Donc là, moi, je peux dire, ben, je continue, pas de problème. Alors là, je vais aller chercher du bleu. Et là, du moment que je me fais choper, je me fais attraper en prenant du bleu, ben malheureusement, je perds en fait toute je perds tout ce que j'ai remporté. Donc déjà là, l'élément en fait de va-et-vient, de se dire ok, qu'est-ce que les joueurs pensent que je veux avoir et comment est-ce que je vais chercher d'autres ressources ou est-ce que je tente la chance puis je me dis il faut que j'aille chercher ça, même si les joueurs se révèlent puis me découvrent, j'y vais quand même. Puis là, je t'épargne tous les détails, mais c'est vraiment un jeu très unique qui, je sais pas pourquoi, n'a pas été nommé du tout dans les Spiel ou les Kenner Spiel. C'est cette niche exactement que ce jeu-là vient remplir. Je trouve ça très dommage, là, mais c'est un peu l'histoire de Colovini, là, un peu méconnu, puis déprécié, je pense aussi, là, ou trop peu sous-estimé. Là. Ton dernier splotter? C'est Indonesia. Et là, bonne nouvelle, Indonesia est actuellement en processus de réimpression. Donc, vous pouvez aller récupérer votre copie sur le site web de Splotter. J'ai déjà ma copie, en fait, mais j'ai décidé d'aller récupérer la nouvelle. Je vais expliquer pourquoi sous peu, parce que je veux expliquer vraiment qu'est-ce qu'Indonesia est. Premièrement, c'est dans mon top 3 de tous les temps. Jeu économique, avec des mécaniques vraiment, vraiment uniques à lui. Thématique, on essaie de faire des affaires autour des différentes îles en Indonésie. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, par contre, c'est justement la production, comment est-ce qu'on va produire et quelles sont les différentes ressources que l'on va, en fait, contrôler et comment est-ce que les autres joueurs vont répondre à ça. En gros, on va produire, en fait, un certain nombre de ressources. Par exemple, je pourrais produire du riz. Et l'idée, c'est que mon riz doit se déplacer dans une ville marchande. Les villes marchandes sont spécifiques à différents endroits. Les joueurs vont en placer différentes tout au long de la partie. Chacune de ces villes-là ne peuvent qu'accueillir qu'au maximum au départ une seule ressource de chaque type qui est disponible sur le jeu. C'est bien beau que je produise 4 riz, mais si le seul endroit que j'ai de disponible, c'est une ville qui n'accueille qu'un seul riz, ben malheureusement, les 3 riz que j'ai produits ne pourront pas rentrer au bercail. C'est dommage parce qu'après ça, je dois payer pour pouvoir expansionner mon territoire. Par contre, si je réussis à aller vendre mes 4 riz aux 4 différentes villes, tant mieux, je vais pouvoir expansionner gratuitement à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait pour déplacer les ressources? Eh bien, c'est par le biais de bateaux. Ces bateaux-là vont appartenir à certains joueurs. Et ces joueurs-là vont avoir une capacité maximale d'encaissement, c'est-à-dire un bateau peut amener, par exemple, 2, 3, 4 ressources. Et là, l'idée, c'est de se déplacer, en fait, avec une couleur spécifique de bateau qui appartient à un autre joueur. Et chaque fois qu'on utilise, en fait, un de ces bateaux, on lui doit une cote. Et cette cote-là qui va récupérer, c'est un 5$. Ça paraît très anodin, mais les riz, par exemple, ils valent 20$ dans le jeu. Et si je prends, par exemple, 3 de tes bateaux, je te dois 15$ sur mon 20. C'est énorme quand on y pense. Évidemment, bon, il y a l'idée que, bon, plus j'expansionne, plus je vais aller récupérer de l'argent. Puis donc, si j'utilise un seul de tes bateaux, c'est 5$ et ainsi de suite.
Mais il y a vraiment cet aspect-là dans le jeu où est-ce que on veut se positionner de façon stratégique, mais on veut pas non plus en fait donner le monopole à un joueur. Parce que si un joueur a le monopole, par exemple, au deuxième ère, on installe du rubber, là, du plastique sur les îles. Et si un joueur va chercher en fait le monopole là-dessus, ça sert à rien qu'on continue. Là, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intégré au jeu en tant que tel. Mais là où ça devient intéressant, c'est il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que, comme dans tout bon splotter, on a une phase en fait de technologie ou peu importe où est-ce qu'on va décider où est-ce qu'on va se spécialiser et cette spécialisation-là nous permet soit de briser certaines règles à notre avantage ou encore d'augmenter par exemple notre capacité à pouvoir faire une action comme par exemple s'expansionner, accueillir plus de ressources sur notre bateau et j'en passe. Donc ça c'est le premier aspect qui est vraiment vraiment intéressant du jeu. Et on va décider, à chacun des rounds, on va décider qu'est-ce qu'on avance comme pion. L'autre aspect qui est intéressant, et c'est là où est-ce que le jeu brille selon moi, c'est qu'il y a une des capacités qui te permet de fusionner des compagnies de même type. Donc, par exemple, j'ai ma compagnie de riz, t'as ta compagnie de riz, je pourrais décider volontairement de dire la compagnie de Boris et ma compagnie fusionnent ensemble, et là, cette compagnie-là s'en va en enchère. Alors là, on commence à miser. Et finalement, si cette compagnie-là, je la récupère, ben, il y a un pourcentage que je ne paierai pas parce que ce pourcentage-là, ben, ça m'appartenait, c'était ma compagnie. Il y a un pourcentage qui va aller à toi. Alors qu'un autre joueur pourrait décider d'acheter entièrement l'entièreté de la compagnie et nous donner, en fait, selon les pourcentages que lui va acquérir, et ainsi de suite. Ça change complètement la donne parce que le joueur qui fait ça a un grand contrôle sur comment est-ce que les joueurs vont utiliser leur stratégie, mais ça l'amène aussi une grande part de responsabilité aux joueurs de se dire attends un petit peu, je récupère de l'argent, oui, mais je veux vraiment bien l'investir pour éviter de me faire un peu couper l'herbe sous le pied. Et même encore là, ça se peut des fois qu'on décide de délaisser notre entreprise pour après ça aller voler la compagnie d'un autre joueur qui a plus d'argent du tout pour aller pour se backer un peu puis de pouvoir acheter sa propre entreprise. Je te fais un survol là, très 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 rapide. Mais c'est la tension, c'est le côté économique qui est vraiment vraiment consistant, qui est vraiment vraiment dense. C'est fabuleux en fait comme jeu. Moi ça me fascine. Je sais pas, et toi, est-ce que tu en avais entendu parler? Est-ce que c'en est un que... Juste que de nom, de réputation, comme beaucoup de splotters, c'est un de ceux qui est souvent cité. J'ai entendu parler aussi de Great Zimbabwe, etc. Mais ouais, Indonesia, j'ai l'impression que c'est un de ceux qui ressort avec Antiquity. On lui retrouve des logiques propres, intrinsèques, communes à presque tous les splotters, j'ai l'impression. Cette idée vraiment de basculement, de twist là, à travers la fusion des compagnies. Ce truc où rien n'est acquis, j'ai l'impression, et où jusqu'à la fin, il peut y avoir des moments assez marquants. Je trouve que ça, c'est très splotter pour le coup. C'est pareil dans Bus, hein, on retrouve cette radicalité où tu peux avoir un réseau qui est parfaitement construit, un enchaînement qui a été très bien pensé, et puis un joueur va débarquer et décider d'arrêter le temps et va casser toute ta planification. Donc c'est ces trucs-là, je trouve, qui sont vraiment propres à Splotter. Et là, ouais, bah évidemment, ça donne envie. Hein. De toute façon, si c'est dans ton top 3 de tous les temps, a priori, c'est que c'est pas dégueulasse. Je suis un grand amateur, un grand amant des jeux économiques. Puis en même temps, j'aime beaucoup les enchères aussi. Puis dans celui-là, c'est quand même très, très clair, les enchères. Bon, je le sais que cette compagnie-là rapporte tant à chaque tour. Je peux expansionner jusqu'à ce nombre-là, donc ça va me rapporter X, Y, Z. Donc, je suis capable de pouvoir miser en fonction de ça. Mais c'est vraiment le système économique qui est hyper bien tissé, serré. Mais par contre, comme tout splotter, il a aussi un gros défaut, c'est-à-dire le fiddliness. Donc, c'est beaucoup de manipulation.
Puis je te donne un exemple, là, juste par exemple les bateaux, comment est-ce qu'on fait pour positionner l'argent, comment est-ce qu'on fait pour calculer le nombre de ressources qui sont passées au travers les bateaux. C'est hyper complexe. Il y a des joueurs qui placent l'argent directement sur les bateaux. Moi, je me suis acheté un petit set de dés où est-ce qu'on place les dés, on les calcule en fonction, en fonction du nombre de ressources que j'ai déplacées sur tes bateaux. Donc, il y a vraiment il y a ce gros enjeu-là, là, cette grosse problématique. Mais il y a aussi une problématique supplémentaire. L'édition précédente, en fait, ils avaient parti la production. Et ils se sont trompés d'un 0 dans les millimètres pour les jetons. C'est énorme comme ça a l'air tout petit, là, mais tu vois, en fait, ça, c'est à peu près la grosseur de deux petites régions qu'on voit sur le plateau. Là. Ah là là, ouais. Oh, la catastrophe. Oui, c'est vraiment, c'est horrible. Tu vois, là, puis là, on en a plein comme ça. Tout, c'est un sac qui est bien rempli. La boîte, elle est hyper mince. Donc ça a été vraiment, vraiment critiqué du jeu. Ouais, donc là, voilà l'édition originale qui n'a pas été remasterisée par des joueurs. Et ouais, c'est effectivement très peu lisible. Oui, c'est ça. Puis les bateaux, en fait, en bois, c'est des jetons, en fait, de carton qu'on appose. Donc là, déjà là, il y a un enjeu à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment problématique dans le jeu et c'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de remasteriser le jeu en tant que tel. Puis contrairement à Antiquity, dans Indonesia, la première partie est beaucoup plus claire, c'est beaucoup plus fluide. Du moment qu'on a un peu d'expérience dans jeu de gestion de ressources, jeu économique, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va nécessairement, on ne sait pas on sait pas l'issue de la partie, mais on saisit quand même l'importance des localisations, on saisit aussi l'argent qu'on produit versus l'argent que les autres vont produire. Puis ça nous donne aussi, juste l'idée en fait de fusion d'entreprises, ça nous donne aussi un contrôle sur, OK, attends un petit peu, ce joueur-là est en train de faire énormément d'argent, on va essayer d'aller fusionner ces entreprises, soit pour qu'il paye une part aux autres joueurs, ou qu'on aille lui voler directement son entreprise. Donc, il y a toutes ces petites subtilités-là qui sont à saisir, mais quand même beaucoup plus appréciables là, à sa première partie. Donc, on peut le retrouver sur le site de Splotter directement, hein, c'est ça? Ils passent pas par le financement participatif, ils font leur propre impression. Il est encore en précommande. Donc, le prix, quand même, c'est quand même dispendieux. Là, on s'entend, c'est 91,51 €. Mais c'est un jeu que, premièrement, on va payer ce montant-là, puis qu'une fois qu'il disparaît, une fois qu'il est réimprimé, puis qu'il n'y en a plus, ben là, après ça, les prix grimpent en fou. Là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est aussi une forme d'investissement un peu, même s'il ne faut pas le prendre dans cette optique-là, mais voilà. C'est ça. Tu vois, ma copie à moi, je l'avais payé à 50% de rabais. Je pense que ça m'est revenu à 50 $. 6 mois plus tard, les copies se vendaient à 200-300 $ sur Board Game Geek. Ouais. Ça donne une idée. Là. Merci beaucoup, Vincent, pour cette exploration de 3 Splotter. Et puis moi, j'ai pu vous montrer 2 belles vieilleries aussi. On va continuer. Hein. On a encore plein de matières à traiter. Donc, on vous refera d'autres explorations de nos ludothèques très bientôt. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo passionnée. Vous pouvez soutenir la chaîne sur le Ko-fi, ko-fi.com/rue du jeu, si ça vous dit. Vous avez mes réseaux sociaux qui s'affichent. Et puis on se retrouve très bientôt, que ça soit avec Vincent ou d'autres invités pour d'autres vidéos. Jouez bien par chez vous. Ciao. Bon jouage.